Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de l'étudiant. Vous êtes fan de réseaux sociaux, de communication, de vidéos, de médias en général. Ce Facebook Live est pour vous puisque nous allons découvrir ensemble l'école W créée par le CFJ il y a 2 ans. Bien sûr, comme sur tous les Facebook Live, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en direct. Nicolas se fera un plaisir de nous les relayer en plateau. Nous allons découvrir cette école W en compagnie de Julie Joly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du CFJ et de l'école W. Absolument. Alors voilà, avant d'évoquer un peu les nouvelles compétences, les métiers des médias aujourd'hui, quelques mots sur l'école W. Comment elle est née et quel est le concept de cette école ? Mais l'idée, il y a 2 ans, quand je dirigeais le CFJ depuis quelques années déjà, donc le Centre de formation des journalistes, l'idée était de répondre à une demande très claire des médias, mais aussi des entreprises. On avait sans arrêt des gens qui nous appelaient pour chercher des compétences journalistiques, a priori, des compétences médias, pour d'autres fonctions, que ce soit dans la communication, la fiction, le scénario. Alors on s'est dit effectivement que plutôt que d'aller dévoyer des journalistes, on avait peut-être intérêt à inventer cette école qui manquait. Par ailleurs, au CFJ aussi, on avait besoin de compétences un petit peu nouvelles et on ne trouvait pas dans les écoles post-bac ou les parcours post-bac de parcours qui permettent aux étudiants de nourrir ces compétences. Donc voilà, donc on s'est dit faisons-le nous-mêmes puisqu'on sait quoi faire et on a appliqué la méthode CFJ. Très bien. Et on voit on va en parler au cours de ce Facebook Live, que l'entreprise aujourd'hui a besoin de contenu, besoin de communication. Ça s'est un peu décalé par rapport à avant, un schéma un peu classique. Le journaliste va dans les médias. Aujourd'hui, le spectre s'est agrandi avec les entreprises. Absolument, absolument. Aujourd'hui, toute entreprise produit ses propres contenus, sont leurs propres médias. Les GAFA, les Google, Facebook laissent à chacun l'occasion de produire des contenus. Et les journalistes eux-mêmes, les médias, ont une position un petit peu à cheval entre l'information, parfois communiquent sur ce qu'ils produisent eux-mêmes comme information. Donc, toutes ces frontières-là, j'ai pas envie de dire brouillées, parce que journalistes et communicants font pas exactement le même métier. En tout cas, se sont extrêmement élargis. Les territoires de l'information, de la communication se sont totalement élargis et transformés. Et les deux se nourrissent quelque part, Absolument. La rigueur journalistique, il y a des compétences aussi. communes, la rigueur, la recherche d'informations et puis la recherche de format, les compétences digitales, comprendre à qui on s'adresse, comment toucher une audience. Aujourd'hui, un journaliste ne peut pas s'affranchir de ces compétences-là et un communicant doit apprendre à raconter des histoires aussi et à donner des informations qui intéressent les gens. Donc, tout ça est très intéressant. On est dans une vraie révolution de compétences qui ajoutent à la charge de chacun, mais qui aussi sont l'occasion de se former complètement différemment. Excellent. Les jeunes entendent complètement ce message, eux qui jouent beaucoup avec les réseaux. Alors, on va parler un peu des compétences, justement, les compétences de demain ou les compétences que vous forgez, que vous consolidez à l'école W. Quelles sont-elles aujourd'hui? Alors, les compétences que nous, on défend, parce que je pense qu'il faut... Oui, que vous défendez. On est une école de producteurs de contenu. Hein. Alors, c'est un mot que les gens ne comprennent pas toujours très bien, les contenus, mais en fait, c'est tout ce que vous lisez sur vos applications, tout ce que vous regardez sur Netflix, tout ce que vous écoutez sur un podcast ou à la télé ou à la radio. Donc, ces contenus, pour les faire bien, pour qu'ils soient pertinents, on a besoin d'être capable d'analyser les choses, de comprendre une information, de la vérifier. On a besoin de gens capables de créer en fait des formats, d'inventer sans arrêt des nouvelles histoires, de partager avec les autres, de travailler donc en équipe et en équipe pluridisciplinaire. C'est un mot qui est un peu complexe, mais qui dit quand même les choses. Un journaliste, un communicant va travailler avec un graphiste, avec un designer, avec un codeur. Et pour travailler bien avec eux, il faut qu'ils s'initient à ce que sont ces métiers. Il va produire ses images, il va produire ses vidéos, il va les mettre en ligne, il va travailler avec des outils de référencement, il va travailler sur le back-office d'un site internet. Enfin, voilà, il est lui-même extrêmement polyvalent et cette polyvalence-là fait partie des compétences absolument clés pour demain. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'arriver dans une entreprise, un média, en étant seulement capable d'écrire ou de filmer. Grosse dimension digitale, en vous Absolument. écoutant, il y a une dimension digitale quand on parle de back-office, d'outils aujourd'hui digitaux pour réduire des adresses, de liens, etc. Il y a plein de petites choses comme ça à apprendre et peut-être que l'image aussi a pris une place beaucoup plus forte, qu'auparavant on était beaucoup que sur le texte, peut-être, plus, et aujourd'hui il faut mêler les deux.
Alors, moi, je pense que c'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'il faut, l'image est absolument prépondérante, mais le texte, c'est-à-dire l'histoire, la narration est extrêmement importante. Et aujourd'hui, on le voit dans tous les types de formats, encore une fois, même vidéo, il faut raconter une histoire derrière l'image. Et tout ça impose aux jeunes, aux étudiants, aux producteurs de contenu, de réfléchir à un scénario. On fait des storyboards, on met des intentions dans des histoires. Donc, quand nous, on prend les étudiants à W, on passe beaucoup de temps à leur apprendre d'abord à raconter des histoires. Et ensuite, ils le font d'abord à l'écrit, et puis ils le font à l'oral, et puis ils le font tout seul, et puis ils le font à plusieurs, ils le font en images, ils le font en code, etc. etc. Donc, le format est en fait un espace de narration. Mais raconter une histoire, ça suit des codes et des principes qui sont relativement fondamentaux et très compliqués à construire. Donc oui, tout se nourrit de tout, et c'est ça le digital pour moi. Cette économie digitale, c'est la capacité de chacun d'exploiter plein d'outils à disposition, assez simplement, et d'en faire quelque chose de nouveau. Alors on voit bien cette idée de format très large, de création de contenu, hein, puisque c'était le point de départ. La culture générale dans cette création de contenu, vous y attachez une importance particulière? Elle est fondamentale. Alors, elle a toujours été au CFJ, hein, qui est une école Bac+5, qui recrute sur concours, qui a beaucoup de candidats, et ce qu'on appelle la culture générale. Combien de formés par an? Alors, comme ça, au CFJ, on a à peu près 800 candidats, on en recrute 50. Wow, donc c'est quand même c'est très exigeant. Faut vouloir. C'est ceux qui veulent. Hein. C'est difficile, et c'est vrai qu'un des critères de recrutement pendant longtemps, ça a été cette culture générale. Aujourd'hui, ça suffit pas. On a changé le concours l'année dernière pour justement aller chercher des gens qui avaient aussi des parcours, des histoires personnelles, des regards, des compétences parfois techniques, qui apportaient aussi autre chose. Il n'empêche qu'il l'ait ou qu'il ne l'ait pas avant d'entrer à l'école, et au CFJ comme à W, nous on est là pour nourrir cette culture générale. Et pas seulement la nourrir en excitant leur curiosité, en excitant un peu leurs envies, mais en leur apprenant à creuser des sujets. Et les sujets après sont très 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 divers. C'est-à-dire que moi j'appelle ça la curiosité générale. Être capable sur un sujet donné, que ce soit le street art, le design, la musique, l'histoire, la littérature, d'approfondir. Mais d'anglais, comme on dit en journalisme, et ça vous le connaissez très bien ce terme. Pardon. Donc cette notion-là est clé, c'est-à-dire que sur chaque sujet, on apprend à nos étudiants à interroger des sources, des experts, à lire, à se cultiver, à sortir, à regarder, à confronter des points de vue pour se forger une opinion et donc un regard. Un regard, avoir un tempérament, avoir une patte quelque part. Aujourd'hui, c'est important d'avoir un style de contenu. Tiens, on se dit, ah tiens, quelqu'un d'autre l'aurait pas écrit comme ça, quoi. Hein. Tout à fait. C'est ce qu'on cherche. Le style, l'originalité, elle sort pas de nulle part. Beaucoup de gens croient que c'est simplement du talent. Alors, certains ont un talent fou. En fait, les meilleurs sont souvent ceux qui travaillent le plus. On le sait aussi. Et c'est aussi ceux qui suivent une méthode de travail particulière. Donc, notamment, on apprend à nos étudiants à faire de la veille. Comment est-ce qu'on travaille comment on s'organise pour regarder ce qui se passe autour? Il y a tellement de choses qui se passent tout le temps. On parle d'infobésité, on est submergé d'informations. Comment on apprend à chacun à regarder et à retenir ce qui va lui servir dans ce quotidien à lui? Donc nous, on a des outils pour faire ça, on leur apprend dès la première année, et progressivement, ils apprennent à s'enrichir eux-mêmes, et puis des autres, et des projets qu'ils construisent, et des pros qu'ils rencontrent. Voilà. Donc ça, c'est une méthode, mais qui est indispensable quand on veut vraiment, après, ensuite être original. Méthode, si on parle de compétences aussi que vous recherchez ou que vous essayez de développer chez les étudiants, on a vu, il y a un peu l'analyse, la veille, il y a une méthode, donc ça c'est important. On n'est pas chez les créatifs où tout est inné, voilà, je suis génial par essence, par nature. Il faut beaucoup travailler, il faut de la méthode, de l'analyse, et puis aussi de l'organisation. Parlez-nous un petit peu de ces valeurs ou ces caractéristiques. Alors, très clairement, la méthode analyse le travail, on l'a dit, et aussi la capacité à travailler ensemble. Donc ça, c'est de là aussi que viennent souvent les meilleures idées, hein, en réalité. Donc on leur apprend à collaborer ensemble. Et encore une fois, là, on répond à des demandes d'entreprises, de métiers extrêmement clairs, qui cherchent ces profils-là. Donc quand des jeunes reçoivent un brief, donc une demande, que ce soit de notre part, d'un intervenant, d'une entreprise, ils apprennent à répondre à cette demande en travaillant à plusieurs, et à chercher autour d'eux les compétences qui leur manquent, éventuellement, ou celles auxquelles ils n'auraient pas pensé. Parce que c'est à plusieurs aussi qu'on se rend compte que peut-être qu'un regard différent va apporter une idée nouvelle. Donc oui, ces valeurs-là, c'est clairement ce qu'on appelle l'agilité, en réalité. La capacité à s'adapter à des contraintes
et à aller chercher chez d'autres gens qui ne fonctionnent pas comme vous, des solutions. Par exemple, moi je dis souvent à mes étudiants qu'on recrute une équipe extrêmement complémentaire. Je ne cherche pas des jeunes qui se ressemblent, et d'ailleurs, ils sont toujours surpris quand ils arrivent le premier jour de voir à quel point autour d'eux, personne ne leur ressemble. Il y a de la diversité, c'est plein de profils complètement différents. Et c'est très important, et ce n'est pas un hasard. On les a tous pris parce qu'ils avaient quelque chose que d'autres n'avaient pas. Et ensuite, on va travailler pendant 3 ans à ce qu'ils découvrent chez les autres ce qui leur sera bien sûr personnellement utile. Mais c'est très important. Et l'entreprise aujourd'hui, elle fonctionne comme ça. En tout cas, celles qui fonctionnent, fonctionnent comme ça. Elles sont capables d'agréger des talents et non pas des clones. Elles ne reproduisent pas ce qui n'a pas marché avant. Elles ne demandent pas aux jeunes qui entrent de faire comme ceux qui étaient là depuis 20 ans. Elles leur demandent d'apporter des solutions, de travailler avec d'autres et d'agréger autour d'eux des compétences. Voilà. On le sent bien quand vous parliez de ce travail en équipe, de toutes les compétences digitales qu'il fallait aujourd'hui. On travaille avec un graphiste, on travaille avec un web designer, on travaille avec quelqu'un qui va faire les contenus, les punchlines. Donc toute cette équipe-là, il faut s'intégrer dedans, trouver sa place, bien les gérer. Et puis éventuellement pouvoir la remplacer quand elle fait défaut. Donc être capable aussi à son tour de prendre du son, de prendre de l'image, de ne pas compter sans arrêt sur les autres. Donc on ne sera pas aussi bon. Moi je dis aussi, hein, on ne forme pas des développeurs. Absolument pas. En revanche, nos étudiants passent 2 semaines à 42 et s'initient au code avec des développeurs. On a au AW et même au CFJ des développeurs de 42 qui s'intègrent dans leur projet. C'est ça. Très bien. Petit rappel pour ceux qui nous suivent. Donc, l'école 42, fondée par Xavier Niel il y a 3-4 ans, 5 ans peut-être maintenant. Voilà, qui est une école très new style, un peu nouveau genre, où beaucoup de jeunes donc apprennent le codage. Et du coup, vous avez ce partenariat avec eux. C'est très intéressant d'échanger. Donc, il y en a qui viennent travailler chez vous et puis vous, voilà. Avec l'idée, encore une fois, qu'on n'est pas là pour se remplacer, mais simplement pour travailler ensemble. Et apprendre le métier de l'autre. Et c'est vrai pour les écoles aussi. C'est-à-dire que je pense qu'une école aujourd'hui est un lieu ouvert dans lequel les étudiants se forment avec des professionnels et avec des étudiants d'autres écoles. On n'est plus, et je pense qu'il ne faut surtout pas qu'on reproduise ce modèle un peu français, hein, élitiste, où des écoles qui sont dans leur spécialité, s'enferment, défendent leur marque au prix parfois de la pédagogie. Moi, je suis toujours extrêmement curieuse d'aller voir ce que font les étudiants ailleurs. Et quand je repère des écoles qui font du bon boulot, et il y en a heureusement, eh ben on se matche avec elles et on réfléchit à comment faire travailler nos étudiants ensemble. Il n'y a pas de précarité. Vous vous retrouvez sur les valeurs en plus, chez 42 aussi, qui sont très ouverts, qui ont 42, un côté assez artistique. Voilà, des écoles de design, des écoles de commerce pour certaines, des écoles étrangères. On travaille avec des écoles étrangères sur ce même registre. Et puis les universités. Moi, je travaille avec des universités qui découvrent aussi l'intérêt de cette transdisciplinarité et qui ont très envie de faire travailler nos étudiants ensemble. Moi, j'adore faire venir des étudiants historiens qui étudient le théâtre avec les nôtres et voir comment ensemble, ils ne sont pas en train de se juger sur ce qu'ils savent pas. Ils sont en train de se disent simplement qu'est-ce qu'on peut faire ensemble qui rendra notre travail un peu plus lisible et meilleur. Et clairement, les chercheurs, les universitaires ont besoin de producteurs de contenu intelligents, qui comprennent ce qu'ils veulent dire, mais qui vont aussi mettre au service de leur savoir des technologies de pointe. Voilà, l'idée c'est de réconcilier tout ça. Bien. Alors, les compétences, la formation, on l'a vu. Peut-être un mot sur les 3 ans du cursus, peut-être rapidement sur les matières enseignées. Je pense que ça intéresse beaucoup ceux qui nous regardent. N'hésitez pas, si vous avez des questions, bien sûr, à les envoyer. Je regarde, mais hop, tout va bien. Ah, on a une petite question de Marie. Quelles sont les différentes formations proposées dans cette école? Justement, on y vient. Marie, ça tombe à pic. On était dessus. Donc, un mot sur le cursus des 3 ans, et puis peut-être on verra après les métiers. Donc l'école W est en 3 années. Après bac, on recrute la moitié des étudiants qui rentrent à l'école sont des bacheliers, fraîchement bacheliers. D'autres ont fait 1 ou 2 ans d'études, parfois 3 années d'études, et puis ils se réorientent. En première année, on va travailler ce qu'on appelle nous les fondamentaux, la culture générale, la culture digitale. Donc la culture générale, c'est effectivement la capacité à s'intéresser à plein de sujets différents, mais en produisant à chaque fois des contenus sur chaque sujet. Donc on parlera après de la pédagogie par projet, mais tout ce que je vais vous dire là s'applique en mode projet. Il n'y a jamais de cours théoriques chez nous. En revanche, on va passer une année à cultiver et faire grandir votre culture générale, qu'elle soit classique, c'est-à-dire la culture
économique, la culture politique, la culture sur le design, sur les arts, ce qu'on appelle nous les arts, mais aussi la culture digitale, donc la connaissance des acteurs du numérique, connaître les enjeux, les nouveaux acteurs, les nouveaux formats, connaître bien sûr l'anglais. Alors là, c'est important pour nous, évidemment, parce qu'on ne recrute pas sur la maîtrise de l'anglais. En revanche, on va demander aux étudiants de première année, même s'ils parlent mal anglais, de s'exprimer en anglais, le plus souvent possible. Le plus souvent possible. Et l'idée, c'est pas qu'ils deviennent bilingues. On n'a pas de cours d'anglais. Mais c'est qu'ils soient à l'aise pour consulter des ressources en anglais, pour lire, regarder des chaînes YouTube en anglais, pour ne rien s'interdire, pour voyager et pour bien sûr poser des questions à leur tour à des étrangers. Parce qu'on se faire comprendre. Voilà, comprendre le but et se faire de l'anglais, comprendre et se faire comprendre, c'est tout. Après l'accent. Et certains, évidemment, sont bilingues et feront des carrières internationales. D'autres seront encouragés à partir. Mais même ceux qui ne sont pas bons, qui se sentent mauvais, il faut qu'ils dépassent cette inhibition très française. C'est très important pour nous. Donc, l'anglais, la culture générale, la culture digitale, l'écriture. En première année, on passe beaucoup de temps à écrire. Alors, sous tous les formats, on n'écrit pas des thèses, on n'écrit pas des rédactions, on écrit des histoires. Des histoires courtes, des histoires longues, des histoires qui seront racontées sur scène. En première année, ils font un spectacle sur scène, des histoires qui seront écrites en ligne, etc. Ils s'initient en première année aussi à la vidéo, à l'image, et c'est ce qu'on appelle l'UX design. C'est le design, l'ergonomie d'un site. D'accord? Donc tout ça pour nous, c'est les fondamentaux de la narration, de l'écriture, sous toutes ses formes. Une vision très transversale et très globale, très 360 sur un peu tout. Il y a le contenu, il y a l'image, la vidéo. Exactement. D'accord? Ouais. Deuxième année, une fois que les étudiants ont appris à raconter des histoires, à produire des contenus, on leur apprend à toucher une audience. Donc, à reconnaître une cible, à faire du marketing et de la communication, et à savoir la toucher sur un mode digital et parfois sur un autre mode, à comprendre aussi les modèles économiques. Qu'est-ce qui finance aujourd'hui un contenu? Comment fonctionne une entreprise qui produit des contenus? Comment fonctionne un média? Une université qui va produire aussi des contenus et du savoir? Qu'est-ce qui va rémunérer vos contenus? Les coulisses du marketing, travail. Un peu. Voilà, et comprendre qu'être producteur de contenu, produire du sens, c'est un métier en fait, et qu'on peut être payé pour ça, et qu'il faut connaître évidemment tous les leviers de financement pour ensuite être un professionnel. En troisième année, les étudiants choisissent entre différentes majeures. Ils ont une majeure et une mineure. Alors il y a deux majeures principales aujourd'hui, qui sont la communication et le marketing digital, pour ceux qui travailleront dans des entreprises, des agences, dans l'événementiel, pour beaucoup aussi. Et puis une autre majeure qui associe le journalisme, le documentaire et la fiction. On a fait ensemble, on a fait exprès de les mettre ensemble, ce qui n'est pas forcément le cas dans les écoles de journalisme, évidemment. On n'aime pas raconter de la fiction et la vérité en même temps. Nous, on croit beaucoup à ça, au fait que les journalistes et les scénaristes ont beaucoup de compétences communes et beaucoup aujourd'hui de méthodes communes. Donc on les fait travailler ensemble pendant une année. Okay, et en mineur, ils peuvent choisir entre l'entrepreneuriat, le sport et le e-sport. Beaucoup s'intéressent au sport et au e-sport chez nous et vont travailler dans ces domaines-là. Et sinon, s'ils sont en journalisme, en communication et inversement. C'est-à-dire qu'on leur demande d'associer à leur majeur une compétence de mineur. Donc après l'école, je vois déjà, là, ils sortent à la fin de l'année pour la première promotion. Beaucoup iront faire de la communication, d'autres iront faire du journalisme. Certains vont créer leur entreprise tout de suite, parce que des médias sont nés à l'école déjà. Certains iront faire une école de commerce. Une quatrième année possiblement avec W et l'EM Lyon. On a créé un partenariat sur l'entrepreneuriat. Certains vont aller faire de la fiction. Un champ très large. Voilà, les concours de la FEMIS leur sont ouverts. Donc, c'est vraiment intéressant de voir à quel point ils s'ouvrent en fait, effectivement, tous les champs du possible. Et c'était notre idée. On voulait surtout pas les enfermer après le bac dans des métiers trop précis. Alors, une question très pragmatique de Nicolas. Quel est le coût de la première année pour un étudiant? Alors, le coût de la première année est le même que les 3 années qui vont suivre. 7 800 € par an, chaque année. 7 800 €, comme ça, c'est voilà. Clair. Voilà, les 3 années. Très bien. Ça reste très abordable pour une école comme ça. Donc, on le voit, ça ouvre sur plein d'horizons différents. Parlons des métiers aujourd'hui. Donc, on a vu que le journalisme s'est transformé avec toute cette vague digitale. Les entreprises aujourd'hui communiquent énormément. Hein, on l'a déjà évoqué. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme nouveaux métiers pour ces jeunes qui vont se former à l'école W, par exemple? Alors, il y a des métiers, c'est intéressant, parce qu'il y a des métiers qui émergent, dont on voit les intitulés sortir chaque année, qui sont nouveaux. Hein. Un data storyteller, par exemple. Un data storyteller, c'est quelqu'un qui va être capable de raconter une histoire à partir de chiffres, de data. D'accord. Ça, j'allais dire, c'est presque... Ça n'existait pas il y a 2 ans. Voilà. Et aujourd'hui, les boîtes se les arrachent. C'est-à-dire que c'est des gens capables à la fois de produire des données, de les comprendre, et à partir de ces données,
de les exploiter, mais aussi de raconter des histoires. Aujourd'hui, moi, je le vois pour moi-même. Quand je lis des rapports, des articles, je commence par lire ceux qui vont me mettre en image l'information, parce que j'ai pas le temps de lire 12 pages de texte ou de reportage. Donc l'infographie animée, voilà, la donnée visuelle est en plein essor. C'est ce qu'on appelle les data storytellers. Les content makers, alors c'est toujours des noms anglais, c'est un petit peu énervant, mais parce que je pense qu'on est un petit peu frileux en France pour... Oui. Et quand moi je dis sur ma plaquette producteur Créateur de contenu. Quand je dis ça sur ma plaquette, on me dit mais ça veut rien dire. Je dis, bah, si, le contenu ça veut dire quelque chose. Et le content maker, tout le monde comprend. Et les content makers, tout le monde comprend. Donc c'est ceux qui vont effectivement produire ces contenus, mais dans un sens de gestion de projet. On va leur demander de penser un contenu. Il ne s'agit pas seulement de prendre une caméra et de filmer. Il s'agit évidemment de comprendre, de faire une stratégie de production de contenu. Parce que si on évoque les entreprises, là, pour le coup, il y a des fois des communications qui se font à échelle de 2 ans par rapport à du journalisme un peu sur le vif. Là, tout d'un coup, il va falloir construire des campagnes très transversales, très 360 sur 1 année, 2 années, 3 années. Donc, du coup, ce content maker, il va devoir appréhender toute cette... avoir une vision comme ça du contenu. Extrêmement global, très transversal et surtout très stratégique. Aujourd'hui, dans les recrutements des entreprises, la fonction du contenu est éminemment stratégique. C'est celui qui va raconter l'entreprise, en fait, et qui donne du sens à ce que fait l'entreprise. Pourquoi on lance ce produit? Qu'est-ce qu'il veut dire pour nous? Comment on va défendre l'impact environnemental? Pourquoi on a nommé tel patron et pas un autre? Pourquoi ce patron est payé telle somme? L'entreprise doit se justifier, doit s'expliquer sur ce qu'elle fait, sur ses choix. Et ça se raconte. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire des communiqués de 18 pages, encore une fois. Il faut que chaque fois que l'entreprise sort un produit, alors certaines savent le faire très bien, Apple sait très bien faire, embarque ses consommateurs, ses clients dans une histoire. Alors l'histoire, l'idée pour nous, c'est qu'elle soit la plus authentique possible. On n'est pas là pour raconter n'importe quoi. Mais ce qui est fort, c'est qu'aujourd'hui, les citoyens, les électeurs, les consommateurs, les lecteurs sont très sensibles à ça et savent très bien, parce qu'eux-mêmes produisent des histoires, reconnaître l'histoire qui est authentique ou non. Donc là-dessus, je pense que effectivement demain, la compétence clé sera celle de la vérité aussi. De l'authenticité. Comment raconter on est la vérité. Voilà, on est authentique avec les clients, les consommateurs, les clients de l'entreprise. Une question de Marine, quel est le salaire moyen d'un diplômé de votre école? Alors c'est variable. Je vais vous dire, alors aujourd'hui, si je regarde le CFJ, puisque le CFJ existe depuis 70 ans, on a beaucoup d'anciens de l'école, et les anciens de l'école sont, quand ils sortent de l'école, parfois pigistes, parfois travaillent dans la télévision, ils sont très vite, ils montent en responsabilité. Un salaire, ça va entre 2 500 et 10 000 euros par mois. C'est-à-dire que ça dépend du niveau de carrière, ça dépend de ce qu'on veut faire. Ce qui est sûr, dans la communication, c'est pareil. Les salaires vont entre 3 000 et 6 000 euros. Voilà. C'est très large. Ça dépend du média aussi, peut-être. On peut répondre à Marine. La taille de l'entreprise. Voilà, la taille de l'entreprise, les journaux aussi. Bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, un producteur pour l'audiovisuel gagne beaucoup d'argent. Parce que c'est celui qui a la main sur des budgets, sur des subventions, capable de recruter des gens qui vont produire des contenus. L'industrie créative, l'industrie des contenus, pensez à Netflix. Ce que vous voyez sur Netflix tous les jours rapporte et coûte beaucoup d'argent. Et je peux vous dire que ces industries-là sont vraiment en recherche de profils capables de produire ces contenus. Donc, c'est une industrie qui a beaucoup d'argent. Ensuite, l'argent que vous gagnez dépend un peu du statut que vous cherchez. C'est-à-dire que si vous voulez être autonome, freelance, avoir votre liberté, vous serez peut-être au départ un peu moins payé. Si en revanche, vous avez intégré un grand groupe, ou si vous avez une expertise clé, typiquement la data, l'UX design, on va vous arracher à prix d'or. Donc voilà, c'est très variable. Ça dépendra aussi exactement des briques un peu que chacun peut apporter, en plus de sa formation générale. S'il a des spécificités, ce que vous évoquez, absolument, ça donne de la valeur tout d'un coup. Un jeune qui maîtrise complètement le digital et qui arrive avec une belle patte contenu, tout d'un coup, il a une énorme valeur. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans les métiers du digital, la brique création de contenu a beaucoup de valeur en elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont vous dire « je travaille sur le web, j'ai fait une école du web ». Bon, si vous ne savez pas écrire, si vous ne savez pas raconter une histoire, poser des questions, comprendre un enjeu, le traduire dans différents formats, votre valeur, elle est en fait assez fade. Tout le monde peut l'avoir aujourd'hui et l'apprendre tout seul. Ce que, en revanche, vous apprenez avec W, c'est à donner à cette compétence digitale une vraie valeur de fond. Et cette valeur-là, elle est stratégique, encore une fois,
pour les entreprises, elle est stratégique. Moi, je vois moi-même qui recrute des gens, j'en cherche et j'ai du mal à en trouver. Donc, si vous avez ce profil, vous m'intéressez. Bon. Ah voilà, hop, le message est passé, donc on retient. On a une question de Laurie aussi. Une alternance est-elle possible au sein de l'école W? Alors oui, en 3e année. 3e année donc. Il faut quand même dire une chose qui est importante, c'est que l'école W délivre 2 diplômes reconnus par l'État, qui sont des titres RNCP. Donc tout le monde n'est pas forcément familier avec ces notions-là, mais les titres RNCP sont des diplômes d'État qui vous permettent de faire de l'alternance notamment, et que votre entreprise puisse être financée pour ça. Donc, on délivre 2 titres RNCP, l'un en communication, l'autre en journalisme. Donc, aujourd'hui, en 3e année, les étudiants peuvent faire leur 3e année en alternance dans un média, dans une agence, être rémunérés par l'entreprise, et l'entreprise paie leur scolarité. Excellent. Donc, Laurie, si on s'attache maintenant à votre pédagogie, parce que là, on a évoqué quelque chose de très ouvert, très axé entreprise. C'est très pragmatique comme approche, hein, la vôtre. Vous êtes parti du besoin d'entreprise pour créer ce cursus. Maintenant, dans la pédagogie, vous avez aussi un style qui est très particulier, qui va beaucoup plaire, je pense, aux jeunes. Parlez-nous un peu de cette méthode. Oui, alors on a créé une école post-bac qui, à notre sens, n'existait pas. On l'a dit sur les compétences, mais aussi sur la pédagogie. C'est-à-dire que nos étudiants n'ont jamais de cours théoriques, pour simplifier. Ne travaillent qu'en mode projet. Ça ne veut pas dire qu'ils travaillent quand ils veulent, au contraire. C'est qu'on a des sessions et non pas des cours. Et les sessions chez nous, elles durent entre 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines. Elles ont un thème qui peut être la culture générale, l'UX design, la data, la communication, et elles ont des projets associés. Donc dans une session, par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, de culture générale, les étudiants vont être amenés à faire 1, 2, 3, 4 projets. Des projets parfois seuls, qu'on appellera des missions flash. Ils vont devoir parfois tirer au sort un sujet, ils auront la journée pour produire et réfléchir à un contenu. Ils le feront parfois à plusieurs, à 2 ou 3, et parfois avec toute la promo. Pour vous donner un exemple, les premières années sont rentrées à la AW le 1er octobre. Ils ont commencé l'école par ce qu'on a appelé une mission impossible. Donc ils ont pendant 2 semaines, ensemble à 80, à résoudre un problème. D'accord? Autant vous dire qu'ils sont un petit peu en panique quand ils arrivent. Et c'est exactement l'idée, c'est pas de leur faire peur, c'est de leur apprendre que à plusieurs, si on n'a pas de méthode, si on n'a pas d'outils, on n'arrive à rien. Donc ce qu'on va faire nous, pendant ces 2 semaines-là, c'est à mesure qu'ils réfléchissent à leur organisation, on leur apporte des clés. On leur donne des idées, des solutions. Ils en font ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont effectivement déjà différents. Et ils vont trouver ensemble une solution. Donc cette mission impossible fait partie pour nous des projets hyper importants et très fondateurs de l'école. Et l'école fonctionne comme ça sur les 3 années. Donc une alternance de projets très larges, en gros 2 fois par an, des projets qui intègrent toute la promotion, de projets à 2 ou 3 et de projets individuels. Les étudiants ont aussi, au cours des 2 années surtout suivantes, en 2e et 3e année, à faire des projets pour eux-mêmes. Voilà, donc on leur demande vraiment d'être capable de choisir pour eux, pour leur insertion, un projet qui soit porteur. Excellent, donc on apprend par l'expérience. C'est vraiment de l'expérience qui est débriefée après, qui est un peu commentée à plusieurs, j'imagine. Ça, c'est très important pour nous aussi, c'est-à-dire qu'une session se lance avec un brief, l'intervenant vient briefer les étudiants sur ses attentes, sur les savoirs qu'il peut leur transmettre. Les étudiants se mettent en mouvement, en action, et à la fin de la semaine, à la fin même de la journée parfois, on débriefe. Les étudiants ensemble débriefent sur ce qu'ils ont fait et l'intervenant débriefe avec eux de ce qu'il leur a donné, de ce qu'il a reçu. D'accord? Donc c'est ce système de brief et débrief qu'on appelle aussi des atterrissages. C'est-à-dire qu'on atterrit. On s'engage dans un projet et puis on atterrit. Avant de repartir sur autre chose, on regarde ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi, ce qu'on a raté. Et c'est pas grave si on a raté. On est là pour rater, ensemble. Génial. Le droit à l'erreur. Alors, une nouvelle pédagogie qui forme à des nouveaux métiers, avec des nouvelles compétences. Tout ça, c'est très séduisant. Je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent auront envie de découvrir peut-être plus précisément cette école. Justement, on peut citer qu'il y a des portes ouvertes organisées donc le 20 octobre. L'école, vous la retrouvez facilement sur Internet, l'école W, donc 262 rue du Faubourg Saint-Antoine. 210, j'avais 12 en tête après. Alors 210 rue du Faubourg Saint-Antoine, dans le 12e à Paris. Et puis également, on peut vous retrouver le 13 sur les rendez-vous de l'étudiant consacrés à la communication sur Paris.
Absolument, venez nombreux, ce sera toujours intéressant de vous croiser en vrai. Ben, on a envie. Alors, Julie Joly, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, on vous donne rendez-vous, bien sûr, sur la chaîne de l'étudiant pour un prochain live très bientôt. À bientôt.